l'actualité politique. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne ministre et ex-porte-parole du gouvernement Attal. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Avec vous, alors nous allons parler budget, quel soutien de votre parti Ensemble pour Michel Barnier, de Gabriel Attal aussi, dont vous êtes proche, qui est en piste pour reprendre le parti et en ligne de mire 2027. On va l'aborder tout à l'heure. Et puis peut-être aussi, de la rencontre entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. Et on parle de nouveau de la loi immigration, que vous avez bien connue il y a tout juste un an. Donc les débats sur le budget ont commencé hier soir. Moins tendu que prévu, Prisca Thévenot, vous y étiez. Vous remettez une médaille à LFI, là, parce que vous aviez dit cet été que c'était la médaille d'or de l'indécence et de l'anti-France pour LFI. Ah non, mais je maintiens ce que j'ai dit cet été sur la France Insoumise, et puis on va remettre un peu peut-être les pendules à l'heure. C'est que, effectivement, le texte sur le budget est arrivé hier soir dans l'hémicycle, mais en réalité, il était arrivé il y a une semaine à l'Assemblée. Il a été étudié en commission des finances, et là, on a eu un spectacle à la hauteur de la France Insoumise, c'est-à-dire taxes, impôts, retaxes, re-impôts, pour tout le monde et tout le temps. L'enjeu que nous avons eu hier avec l'arrivée du texte dans l'hémicycle, c'est qu'on était déjà sur les prises de parole des groupes, de chaque groupe politique. Donc en fait, les débats n'ont pas réellement commencé. C'est la position des uns et des autres qui va se continuer d'ailleurs tout à l'heure après la session de questions au gouvernement. Et le dur du débat va commencer à arriver dans la suite. Si ça peut se passer dans le calme et le respect des avis des uns et des autres, c'est pas que j'y crois pas, c'est pas que j'y crois, c'est que je l'espère. Ouais. Maintenant, l'enjeu qu'on va avoir, c'est au-delà d'un enjeu de forme, c'est un enjeu de fond. Ouais. Et nous sommes sur une démarche où nous sommes sur un budget de redressement, ça, tout le monde est d'accord. Ah, vous dites budget de redressement. Budget de redressement des comptes publics, c'est ça. C'est pas un budget de l'austérité. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Antoine Armand. Mais il faut regarder et appeler un chat un chat. Notre langue française est suffisamment riche pour qu'on puisse employer les bons mots dans les bons contextes. C'est un budget de redressement des comptes publics. Et donc, par rapport à ça, eh bien, oui, on a besoin de réelles propositions qui vont pas nous faire revenir en arrière sur le sujet de l'attractivité de notre pays, sur le sujet de notre capacité à créer de l'emploi. Pourquoi ? Parce que avant de distribuer des richesses, il y a quelque chose d'assez simple. Il faut les produire. Ouais. Et donc, si on vient asphyxier notre économie, asphyxier celles et ceux qui... À travers des taxes, à travers des taxes, des impôts, qu'est-ce qui va se passer ? On va plus produire de richesse, on va plus pouvoir soutenir notre tissu économique, donc on va moins pouvoir soutenir notre capacité à créer de l'emploi et avoir de l'emploi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au final, on va pouvoir peut-être redistribuer plein de trucs, mais on n'aura plus rien à redistribuer. C'est intéressant ce que vous dites, Prisca Thévenot. C'est un budget de redressement. Pourquoi ? Parce qu'il avait été, nos comptes avaient été mis dans le rouge par Gabriel Attal, justement, auparavant. J'aime bien cette capacité. Non, mais attendez. J'aime bien cette capacité à oublier. Vous savez, j'ai effectivement été porte-parole du gouvernement de Gabriel Attal, mais j'ai aussi été porte-parole du groupe parlementaire à l'Assemblée et du mouvement politique Renaissance, qu'on appelait avant En Marche. Ouais. Et donc, au travers de ces différentes missions que j'ai eues, j'ai fait énormément de plateaux télé. Que ce soit au cours de la crise de l'inflation, au cours de la crise Covid, il n'y a pas un plateau sur lequel j'ai été où on me relayait pas, au travers de journalistes, le fait qu'il fallait aider d'autant plus et soutenir d'autant plus les Français face à ces crises. C'était unanime. Et je suis quoi qu'il en coûte et la suite, quoi. Et je suis assez heureuse que nous ayons été capables, en tant que nation, d'avoir une démarche de solidarité globale. Ouais, oui. Maintenant, les crises sont passées, il faut revenir à une situation plus normale. On présente la facture, en quelque sorte. Il faut revenir sur une gestion... C'est ça, on présente la facture comme la taxe d'habitation. Par exemple, qui a été supprimée, vous vous souvenez, la taxe d'habitation pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faudrait la remettre, selon certains. Non. Non ? Non. Comment vous faites pour les collectivités locales ? Non, mais attendez, je pense que déjà, c'est pas comment vous faites, c'est pas aussi binaire que ça. Est-ce que, repartons de la taxe d'habitation. Les chiffres, c'est assez binaire. Oui, justement. Vous parlez des chiffres, mais alors justement, parlez des chiffres pour les gens, les Français. La taxe d'habitation, c'est un impôt extrêmement injuste. Peu importe où vous habitez, vous payez cette taxe d'habitation parce que vous êtes dans un domicile, mais il y a des endroits où vous payez moins par rapport à l'endroit où vous habitez, alors que vous avez peut-être des revenus plus importants que d'autres endroits. Mais on peut harmoniser, on pouvait très bien harmoniser. Pourquoi ça n'a jamais été fait jusque-là ? Justement, je vous pose la question. Attendez, moi j'adore. Moi je suis pas aux affaires, vous l'êtes. Moi je vous dis un truc très simple, c'est que est-ce que notre pays ne souffre pas déjà d'une trop grosse pression fiscale ? Est-ce que vous allez dans la rue, vous parlez à vos commerçants, vous parlez à vos voisins, à votre famille, à vos amis, et vous leur dites, ok, tu considères que tu devrais payer un peu plus d'impôts ? Unanimement, je pense qu'on va vous répondre, écoute, on paye déjà suffisamment d'impôts en France, et en plus c'est documenté. Alors certains vont vous dire, oui, mais les plus riches peuvent payer.
Mais c'est quoi le plus riche? Si vous parlez à la gauche, les plus riches, c'est la fameuse classe moyenne. Si vous parlez à l'extrême droite, eux, ils savent pas vraiment. Enfin, à un moment, il faut, je pense, plutôt que d'essayer d'aller faire les poches de tout le monde en permanence. Nous avons d'autres capacités de créer des richesses. Et créer des richesses, c'est soutenir une politique de l'offre, avec une capacité de libérer notre économie pour qu'elle puisse produire d'autant plus, les entreprises, créer de l'emploi. C'est ce que nous avons fait au cours des 7 dernières années. Et ne me dites pas que ça n'a pas fonctionné. Certains disent que le ruissellement n'a pas forcément bien marché. Mais écoutez, moi j'adore tous ceux qui nous expliquent ça, mais on vient de dire tout à l'heure en début d'échange que nous avons été en capacité d'être au rendez-vous face aux crises que nous avons rencontrées. Pardon ? C'est grâce à quoi? Grâce à qui? Donc il faut, je pense, aujourd'hui se faire confiance. Nous sommes, en fait, ça fait depuis 7 ans que je suis engagée en politique et que j'entends en permanence nos oppositions, d'où qu'elles viennent, nous expliquer que parce que nous sommes en France, nous n'arriverons à rien. Est-ce que dans ce pays, on peut avoir confiance en notre capacité de résister aux crises et d'aller vers un jour meilleur? Je pense que oui. Et c'est ça aujourd'hui que nous devons être capables de regarder. Donc les députés Ensemble pour la République sont contre des taxes et des nouvelles taxes. Et par exemple, la taxe des chiens et des chats, c'est encore revenu hier. Là, votre position? Et regardez concrètement. Regardez. Parlons sur le concret. Non mais c'est une mauvaise idée, c'est une très mauvaise idée, mais ça ou pas? Je vais vous interroger sur... Enfin, on va s'interroger ensemble. Je pense qu'il faut regarder en concret, dans la vie des gens. Partons du concret, du terrain. On a aussi aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont des chiens et des chats, des animaux de compagnie. Normalement. Parce que ce sont aussi, ça fait partie de leur famille. Et puis on a aussi qui sont aujourd'hui des retraités, seuls, veufs, qui ont des animaux de compagnie. Ils ont souvent aussi du mal à finir les mois. Et on va leur dire en fait, ce qui t'apporte du bonheur dans la vie, ce qui t'apporte une compagnie, une solidarité, en fait on le voit comme un revenu pour l'État. Non mais c'est délirant. Oui, dans ces conditions, vous dites non. Pas question, quoi. Pas question. Pas question. Bon, les taxes sur les gros salaires et les grandes entreprises? Et qu'est-ce qu'on parle? C'est quoi les gros salaires et les grandes entreprises? Oui, à partir de quand? Il faut le demander à François Hollande, vous vous souvenez, il avait dit à partir du moment où on était riche. Donc moi ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui on n'est pas là pour essayer d'asphyxier nos entreprises qui créent de la richesse qui nous permet aujourd'hui effectivement de redistribuer et de créer de l'emploi, qui permet à des gens de sortir d'une précarité qui est celle d'être au chômage. Donc moi je pense que plutôt on doit être dans une démarche où on ne doit pas alourdir le poids du travail. Donc on l'a compris avec vous, pas de nouvelles taxes supplémentaires, pas de nouveaux impôts. Et dans ces conditions, vous soutiendrez les députés Ensemble pour la République, Michel Barnier? Mais on fait plus que soutenir Michel Barnier puisqu'on participe à son gouvernement. Votre soutien est acquis, oui. Mais pardon. Mais vous savez, c'est pas simplement... J'ai vu quand même que dans vos rangs, il y en avait certains qui n'étaient pas forcément d'accord sur tout. Écoutez, émettre des idées et proposer des choses, c'est pas s'opposer en proposant des motions de rejet ou des motions de censure. Pardon. Au contraire, être partenaire dans une coalition, c'est faire des propositions pour pouvoir en débattre librement et légitimement. Mais n'oublions pas quelque chose. Nous voulons la réussite de Michel Barnier, pas simplement parce que c'est Michel Barnier, parce que c'est notre pays. Nous voulons que notre pays fonctionne. Et je pense que c'est assez simple, et c'est pas simplement moi qui le demande. Dans ma circonscription aussi, c'est ce que les gens nous demandent, et c'est heureux. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier pourra éviter le 49.3 ? Écoutez, moi j'ai entendu différentes prises de parole de membres du gouvernement qui disaient qu'il n'était pas fermé au sujet du 49.3. Moi, ce que je dis plutôt, c'est qu'il faut un budget pour notre pays, ça c'est une nécessité. Maintenant, moi ce que je vois, c'est que les débats ont lieu, se passent, ils se déroulent, tant mieux. Mais est-ce qu'il faut que ça aille assez vite pour éviter justement qu'il y ait un débat inflammable à l'Assemblée ? Ça, c'est à la main du gouvernement et à la main du Premier ministre. Moi, je suis à ma place de parlementaire. Vous, bien sûr, mais vous êtes soutien, donc est-ce que vous lui dites il faut aller assez vite, quoi? Non, je suis parlementaire. Moi, je suis pour que le débat ait lieu. Oui, bien sûr. Je suis pour que le débat ait lieu. Donc, je vais le dire de façon très claire. Il faut que le débat ait lieu. Maintenant, c'est aux parlementaires aussi de se saisir de ce moment démocratique pour faire vivre le débat, pas pour flatter des égos, mais pour défendre des idéaux. Et là, on pourra y arriver. Oui, mais ça éviterait de nouvelles taxes, peut-être, si les débats s'éternisent, non ? Et donc, s'il y a le 49.3. Non mais... Ce que ne veut pas, par exemple, Gabriel Attal, par exemple. Il ne veut pas de nouvelles taxes non plus, bien sûr. Non, attendez, nous, on est pour une justice sociale.
Donc s'il faut rééquilibrer certaines choses, on est pour le faire. Mais quand j'entends que la semaine dernière, main dans la main, la LFI et le RN ont voté une multitude de taxes qui ne vont pas faire effectivement, comme ils le disent eux-mêmes, la poche des plus riches, mais vont taper tout azimut chez tous les Français, et notamment ces fameuses classes moyennes et les personnes qui ont souvent du mal à finir les fins de mois, j'ai envie de vous dire, ça, nous sommes contre. Donc je pense qu'il faut avoir du bon sens, accepter d'avoir un débat qui n'a pas pour seul moteur la radicalité. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire vivre les sommes des nuances de l'Assemblée nationale. Oui, et c'est le RN qui va jouer vraiment les arbitres. C'est la béquille du gouvernement, comme le dit la gauche. Ça, je laisserai et la gauche se prononcer dessus et le gouvernement se prononcer dessus. Moi, j'ai envie de vous dire... Oui, mais vous êtes proche du gouvernement, donc vous en avez... Oui, alors, je suis proche du gouvernement, je ne suis pas au gouvernement, ça n'a échappé à personne, et je n'ai pas souhaité être au gouvernement. Donc, maintenant, ce que je dis tout simplement, c'est que je vais pas me prononcer pour d'autres personnes, je les laisse se prononcer. Moi, je suis pas là pour venir alimenter des polémiques vaines, moi, je suis là pour faire de la politique et faire avancer le budget. Oui, bon, donc il y a le budget cette semaine, on verra comment ça va se terminer, 49.3 ou pas, bien sûr. Et en tout cas, il faut un budget. Hier, il y a eu une rencontre qui n'est pas passée inaperçue tout de même, entre Emmanuel Macron et Bruno Retailleau. Ils ont parlé, évoqué, alors plus ou moins, la loi immigration. Certains disent que non, d'autres disent que si. Est-ce qu'il faut en tout cas revenir sur cette loi immigration qui avait fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de débats, on s'en souvient, il y a pile poil un an, hein. Alors ça fait à peu près 2-3 semaines qu'on entend nouvelle loi immigration, nouvelle loi immigration. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on entend le titre d'une éventuelle loi sans savoir ce qu'il y a dedans. Oui. On nous dit un moment que c'est rallongement des mesures de rétention. Pourquoi pas? Et puis finalement, Michel Barnier nous dit c'est la transposition du pacte asile-migration européen dans le droit français. Ce qu'il a Très dit, bien. Oui, la semaine Mais dernière. en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on nous lance un mot comme ça. Oui. Pour créer des polémiques, pour souvent aussi créer des propos qui sont anti-républicains dans notre pays, provoquer des affrontements idéologiques, mais sans vraiment savoir de quoi on parle. Donc moi, ce que j'attends de ça, c'est que le ministre de l'Intérieur, dans sa capacité à venir expliquer ce qu'est cette loi qu'il veut. Il n'est pas très clair, Bruno Retailleau, depuis 10 jours. Alors c'est ça. Alors il y a quoi dans cette loi ? On a le titre, mais on n'a pas le contenu. Alors c'est vrai. Non, mais donc il faudra aussi en discuter, quoi. Bien mais sûr. C'est quand même marrant. Lui, il a déjà parlé en fait certaines mesures. Vous les avez évoquées en fait à l'instant, quoi. Oui, mais j'ai entendu aussi Michel Barnier, qui est quand même le Premier ministre de la France, et accessoirement le chef du gouvernement dans lequel Bruno Retailleau est membre, dire qu'en fait, ça sera une remise à jour par rapport au pacte asile-migration européen. C'est pas ce qu'a dit Bruno Retailleau. Donc moi, ce que je dis, c'est parlons, il n'y a pas de sujet, débattons, ouvrons les dossiers. Mais avant de commencer à sortir des mots comme ça pour exister médiatiquement, il faut nous dire le contenu. Et sur ça, je vais être très claire. Monsieur Barnier l'a dit dès son arrivée en poste. Plus d'action, moins de communication. Moi, j'ai l'impression que le ministère de l'Intérieur, pour l'instant, c'est beaucoup de communication. Oui, peut-être parce qu'il y a le budget et puis que... alors faisons le budget. Mais attendez, le ministre de l'Intérieur est quand même aussi concerné par le budget. Et d'ailleurs, je crois que sur le budget, il y a un certain nombre de mes collègues, Mathieu Lefebvre, Charles Rodwell, qui ont interpellé le ministre de l'Intérieur sur ça. Nous attendons ses réponses sur les crédits qui sont en baisse pour le sujet, par exemple, de la lutte contre l'immigration illégale. Oui. Et donc, pour l'instant, ce que vous dites, on veut voir la copie de Bruno Retailleau, et puis à partir de ce moment-là, on verra si on lui apporte au gouvernement Barnier de nouveau notre soutien ou pas. Mais à ce moment-là, on verra si on soutient ou pas le texte, si on l'amende ou pas. Mais pour l'instant, on parle sur du flou et sur non, simplement... mais on le sait globalement que c'est durcir des conditions du regroupement familial, revoir l'AME d'une manière ou d'une autre, peut-être. Il a évoqué, en fait, toutes ces pistes. Oui, mais j'adore tout le monde, mais je le dis encore une fois, Michel Barnier n'a pas eu ce propos-là la semaine dernière. Donc en fait, j'ai envie de dire, chaque chose en son temps. Respectons le calendrier parlementaire aussi. Pour l'instant, nous sommes sur un temps budgétaire. C'est un temps extrêmement important. Il y a déjà beaucoup à faire. Les chambres sont mobilisées, l'Assemblée nationale, le Sénat, les commissions sont au travail. Avant de venir lancer comme ça un autre sujet, travaillons déjà le dossier. Et le ministère de l'Intérieur est concerné aussi par le budget. Prisca Thévenot, à propos de l'Assemblée, vous venez d'évoquer, il y a des petits calculs, grandes manœuvres, c'est ce que titre ce matin le journal Le Figaro, autour de la vice-présidence qui est vacante de l'Assemblée nationale, avec
avec le départ d'Annie Genevard, et que si vous ne tombez pas de nouveau en fait d'accord, comme ça s'est passé évidemment pour un poste de la commission de l'économie avec les LR, eh bien ce poste pourra aller à la gauche. Quel est votre regard sur cette situation-là? Alors, c'est pas qu'on n'est pas tombé d'accord sur la présidence de la commission des affaires économiques. Ouais. C'est que les LR ont soutenu la candidate LFI. Alors, ils n'ont pas soutenu, ils se sont opposés, plutôt, ils se sont opposés. C'est comme ça qu'ils le présentent, quoi. Ok, c'est comme ça qu'ils le présentent et qu'ils essaient de rattraper l'histoire après coup, mais le fait c'est qu'ils ont permis l'élection de la candidate LFI, et je crois même qu'il y a eu un vote qui a justement fait basculer cette élection, et c'est un vote LR. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas essayer de refaire l'histoire, c'est qu'ils assument et qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport à cette démarche-là. Ensuite, sur le reste, si eux, certains ont envie de trahir des accords qui permettent de garantir la solidité et la stabilité de la coalition dans laquelle nous sommes entrés et qui permet au gouvernement d'agir, ça les regarde. Nous resterons droits dans notre démarche et nous serons dans le respect strict de ce qui a été convenu. Nous ne sommes pas pour faire élire des candidats NFP supplémentaires à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc il faut tout faire pour garder cette vice-présidence. Il faut tout faire pour que cette vice-présidence de l'Assemblée nationale n'aille pas à la NFP. Oui. Prisca Thévenot, qui pour piloter Renaissance, le parti présidentiel? Vous êtes proche de Gabriel Attal. Aujourd'hui, c'est Stéphane Séjourné, si je ne m'abuse. Oui, bon, mais on sait que Elisabeth Borne est proche, elle l'a déjà annoncé. Gabriel Attal, alors j'ai lu ce matin qu'il accélérait, là, il écrivait des courriers pour les envoyer en fait à l'ensemble des adhérents pour sa candidature. Vous êtes proche de Gabriel Attal, c'est ce qu'il fait en ce moment? Alors oui, je suis proche de Gabriel Attal, je suis ce qu'on appelle une nataliste. Il y a le sujet que nous avons, plutôt regardons tel que les sujets sont. Au cours des dernières années, des derniers mois, effectivement, nous avons une démarche en logique, cohérente, derrière un homme qui s'appelle le président de la République. Nous portons un projet, une ambition pour ce pays qui est en lien étroit avec le projet porté par Emmanuel Macron depuis 2016. C'est un projet qui n'est pas sectaire, c'est un projet qui permet de s'ouvrir, de s'adapter, par moments de se remettre en cause, mais qui veut une chose simple, c'est la réussite de la France au niveau national, européen et international. On a vu la réussite à l'Assemblée nationale aux élections législatives. Pardon de vous le rappeler, justement. Et vous avez tout à fait raison. Et il s'est avéré qu'au cours de la dernière année, nous avons été bousculés. Et ça, nous l'entendons. Nous avons été bousculés, nous avons même failli disparaître de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, j'en viens à Gabriel Attal, qui a été en capacité de dire non. Notre famille politique, celle que nous avons depuis 2016, depuis derrière le président de la République, ne doit pas disparaître et nous devons continuer à exister, nous battre pour exister, c'est Gabriel Attal. Il a eu cette capacité à faire que là où nous étions menacés de disparition, nous avons toujours cette capacité d'action à l'Assemblée nationale. Donc oui, aujourd'hui, Gabriel Attal, en tant que meneur des dernières législatives, en tant que marcheur depuis 2016, eh bien, pour moi, est un leader naturel pour pouvoir continuer à porter cette ambition que nous avons depuis 2016. Mais il peut cumuler présidence de groupe et présidence de parti s'il était président de parti, ou il prendra une décision en fait à ce moment-là? Je ne sais pas pourquoi on pose... Non, mais le sujet du cumul... On ne peut pas cumuler. Bon, déjà, on va se le dire, là on se parle entre nous, parce que je suis pas sûr que ça intéresse bien les Français, et qui ont d'autres préoccupations, et c'est normal. Mais est-ce qu'on s'est posé la question pour Stéphane Séjourné, qui était président du mouvement et président du groupe parlementaire au niveau européen? Pourquoi on pose la question pour Gabriel? Enfin, je trouve ça assez lunaire. Et ensuite, je le redis, est-ce que ça intéresse les Français en ce moment? Est-ce que c'est ça? Ça en intéresse certains. Très bien. Alors j'ai répondu à vos questions. Génération à venir. Belle fake news. Belle fake news. C'est une fake news? Oui. C'est sûr, franchement, regardez les choses. Non, mais regardez les choses. On a des. C'était bien vu. Génération à venir comme Gabriel Attal, comme EM, Emmanuel Macron en marche, quoi. Et c'est la marcheuse que je suis qui vous répond. Au cours des 7 dernières années, je crois qu'on a changé de nom 3 ou 4 fois. Ça suffit. Bon, ça suffit. Prisca Thévenot, Emmanuel Macron était furieux il y a quelques jours d'une fuite de ce qu'il avait dit en Conseil des ministres. On va pas revenir sur le détail quand même. Vous qui avez été porte-parole, comment ça s'organise, ce qui a été dit en Conseil des ministres? Est-ce que c'est vraiment la porte-parole qui doit dire les choses, et est-ce que Maud Brégeot a fauté de son côté?
Pourquoi elle aurait fauté? Maud Bréjon est porte-parole du gouvernement et elle rapporte effectivement ce que le gouvernement veut porter comme ambition. C'est d'ailleurs elle qui a annoncé la loi immigration, etc. Donc moi je pense qu'il ne faut pas se tromper. Elle est porte-parole. Non mais elle est pas porte. Non mais attendez, vous me posez la question de ce qui se passe en Conseil des ministres. Maud Bréjon n'est pas porte-parole de l'Élysée, elle est porte-parole du gouvernement, PPG. Donc elle est la porte-parole de Michel Barnier. Ensuite, la question de tout ce qui se passe au Conseil des ministres, est-ce que ça a vocation à être relaté dans la presse ? Pas nécessairement, c'est une réunion de travail. Et donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux morceaux, aux bribes de phrases qui sont sortis de leur contexte et qui sont diffusés pour avoir un tout autre sens que ce qui avait été dit en présentiel. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça parce que ça participe aussi de fragiliser la cohésion nationale dont nous avons énormément besoin et de cette unité de voix française qui est importante pour nous, mais aussi pour ce qu'on représente au niveau européen et international. On dit que la taupe c'était Anne Genetet. Fake news, ça ou pas? Vous la connaissez bien, la ministre de l'Éducation nationale. Je la connais très très bien et je peux vous dire quelque chose, c'est que je n'étais pas autour de la table, donc je ne vais pas commencer moi aussi à interpréter des choses. Non mais comme vous la connaissez bien, vous avez discuté avec elle, forcément. Oui, et puis elle le dit très clairement, ça ne vient pas d'elle. Merci Prisca Thévenot, ancienne ministre et porte-parole du gouvernement, donc Attal et députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, qui était mon invité ce matin. Dans un instant, vous voulez commenter, revenir sur tous ces sujets, ce qu'on a abordé, et puis les taxes bien sûr, eh bien vous n'hésitez pas, 0826 300 300, et puis tout à l'heure aussi à 9h30, Un monde sans enfants. C'est le livre de David Duhamel, Un monde sans enfants. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'enfants. On avait parlé du réarmement démographique d'ailleurs avec Emmanuel Macron il y a quelques mois. On va en parler tout à l'heure aussi à 9h30 dans La Vérité en face.